C'est bon, c'est parti. Donc fin de ce chapitre. Comme je vous l'ai dit, on va étudier l'influence du vecteur vitesse initiale ici sur la trajectoire de la particule chargée. Donc j'avais ici le titre petit 3, c'est petit 3. Donc influence ici de la direction du vecteur vitesse initiale. Non. En fait, là, on fait le bilan. On fait le bilan de toute l'étude mathématique précédente, d'accord, menée jeudi dernier. Et on va étudier l'influence de ce vecteur vitesse initiale. Alors là, attention, je l'ai encore vu dans vos copies de DS, là c'est la lecture de l'énoncé, lecture du schéma. Donc là, faites attention, là c'est de la lecture, ici, de l'énoncé, du schéma, à savoir bien visualiser ici comment est porté le vecteur vitesse initiale. Trois cas de figure. Le premier cas de figure. Le cas le plus défavorable pour vous, le cas le plus complexe. Voilà, le cas le plus complexe. Si ici, le vecteur vitesse initiale, donc si le vecteur vitesse initiale V0, voilà, fait un angle θ0, ici, fait un angle θ0. Donc là, compris entre 0 et 2π, j'exclus 0 et j'exclus π sur 2. Donc compris entre 0 et π sur 2, voilà. Et j'exclus 0 et j'exclus également π sur 2. Donc premier cas de figure, le vecteur vitesse initiale fait ici, donc vous cherchez la direction de ce vecteur V0, et s'il fait un angle compris entre 0 et π sur 2, 0 exclut π sur 2 exclu. Alors l'angle formé entre V0 et le champ B, donc avec le champ B, ici, voilà. Dans ce cas-là, je vous dis, c'est le cas le plus défavorable, il faut reprendre les calculs précédents avec le changement de variable complexe. Donc là, ça implique voilà, de reprendre les calculs précédents, voilà, avec le changement de variable complexe. Voilà. Avec, donc ici, le changement de variable complexe, U bar égale V selon X plus JV selon Y. Donc changement de variable complexe. Donc je pose, je rappelle, U bar égale V selon X plus J fois V selon Y. Ici avec J carré égale à moins 1. D'accord? Donc ça pareil, ça je vous donnerai. Alors ça c'est l'un des trois sujets de colle. Question de cours, l'une des trois questions de cours. Ça c'est une question de cours, la plus complexe, la plus calculatoire. D'accord? Donc une des questions de cours pour la semaine prochaine. L'une des trois. Donc là, message ici au groupe des chimistes. Une des trois questions de cours où là il faut reprendre les calculs précédents pour obtenir les composantes cartésiennes de la vitesse et ensuite équation horaire, équation de fraîcheur. Ce sont les calculs de jeudi dernier. Mais attention, c'est dans cette configuration qui est à gauche, encore au tableau, le vecteur V0 fait un angle θ0 avec le champ B. En fait, le champ B, il est porté par l'axe OZ. Ici, donc θ0, c'est l'angle entre B et le vecteur V0. Sachant qu'on exclut les valeurs 0 et π sur 2. D'accord? Bien. Changement de variable complexe, calcul, je ne les reprends pas, d'accord? Au tableau, il y en a facilement pour une bonne demi-heure. Hein, d'accord? Une bonne demi-heure. Ok? Bien. Deuxième cas de figure. Deuxième cas de figure. Si le vecteur vitesse initiale, donc si le vecteur vitesse initiale V0, ici, voilà, donc toujours ici, fait un angle, alors fait un angle de 0, c'est-à-dire est collinaire, donc est collinaire, voilà, au champ B. Donc s'il est collinaire ici au champ ici magnétique B, je vous rappelle le champ magnétique qui est uniforme et stationnaire. Alors ça signifie que dans ce cas-là, θ0, je vous rappelle, c'est l'angle entre B et le vecteur vitesse initiale V0. S'il est collinaire, je peux prendre la configuration où les deux vecteurs sont de même direction, même sens. Donc je prends la configuration, deux vecteurs, même direction, même sens. L'angle θ0 est égal à 0. D'accord? Donc, on est dans une configuration où, finalement, on va avoir ceci. C'est-à-dire qu'on aura un champ B
comme ceci, et vous voyez, je vais prendre un vecteur vitesse initiale, voilà, collinéaire et de même sens. Donc l'angle entre les deux est nul, d'accord? Bien. C'est-à-dire qu'ici, j'ai pris un champ B à la fois selon EZ, donc un champ B selon EZ, et une vitesse initiale V0, voilà, selon également EZ. Donc je prends deux vecteurs selon EZ. Bon, dans ce cas, on peut estimer la force magnétique qui s'exerce sur la particule chargée à t égale à 0. Dans ce cas, regardez, à t égale à 0, donc à l'instant initial, parce que je connais la vitesse initiale, c'est V0 selon EZ. Je vais estimer la force magnétique initiale. Donc la force magnétique initiale, je vous rappelle, ça c'est QV, d'accord? Donc c'est Q fois V à t égale à 0, d'accord? Vectoriel le champ B, ici. Ça donne quoi? Sachant que la vitesse en 0, ça c'est le vecteur V0, le vecteur vitesse initiale. Donc on aura QV0 selon Z, QV0 selon EZ, vectoriel B selon EZ également. Et là vous trouvez ici un produit vectoriel entre deux vecteurs collinaires, EZ vectoriel EZ. Je vous rappelle, la norme du produit vectoriel c'est la norme du premier, donc du second fois le sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Ici, on a deux vecteurs collinaires, donc on a un sin de 0, ça fait 0. Donc là, on a 0. Donc attention, 0 en tant que vecteur, un vecteur nul ici. Z vectoriel Z, c'est notre vecteur nul. Conclusion, initialement, aucune force ne s'applique sur la particule chargée. Aucune force. Accélération nulle selon Z. Initialement, ce constat est valable également à tout instant. C'est-à-dire qu'aucune force ne s'exerce sur la particule chargée. Sauf que la vitesse initiale est portée selon Z. C'est-à-dire qu'on aura du Z point égale à 0. Ouais. Donc Z point égale ici une constante, égale V0. Donc on a donc un mouvement rectiligne uniforme selon l'axe OZ. Et en fait, c'est le seul cas où la trajectoire de la particule chargée sera une droite. Vous voyez, on a vu, trajectoire hélicoïdale, trajectoire circulaire. C'est le seul cas de figure où la trajectoire de la particule chargée dans un champ B sera une droite. C'est dans le cas où le vecteur V0 est collinaire au champ B. Donc dans ce cas, aucune force ne s'applique ici, aucune force ne s'applique sur la particule chargée. Donc vraiment aucune, il n'y a pas de frottement, le poids est négligeable, ici, sur la particule chargée. Voilà. Donc sachant qu'il y a une vitesse initiale selon EZ, le mouvement sera rectiligne uniforme selon OZ. D'accord? Ici, voilà. Donc conclusion, le mouvement sera rectiligne uniforme selon OZ. Voilà, c'est le seul cas de figure où on aura une trajectoire ici rectiligne pour une particule chargée dans un champ B. D'accord? Rectiligne uniforme selon ici l'axe OZ. D'accord? Rectiligne uniforme selon l'axe OZ. Voilà. Alors là, il n'y a rien à faire. Là, il n'y a rien à faire, c'est fini. Donc là, ça ne sera pas une question de cours. Je vous le dis, je vous le dis tout de suite. Là, c'est fini. On a simplement ici, trajectoire ici, donc une trajectoire ici en de droite, donc du mouvement rectiligne sur l'axe OZ, c'est fini, il n'y a pas de calcul. Parce que la vitesse initiale est collinaire au champ B. D'accord? Donc ça sera pas une question de cours. Ma deuxième question de cours va porter sur le champ électrique. Ouais, le champ électrique, l'énergie potentielle électrique. D'accord? Bon. Par contre, troisième cas de figure. Voilà, troisième cas de figure, ça sera ma deuxième question de cours. Le cas particulier, je pense que ce sera la question de cours de notre couleur également. C'est un cas particulier mais très important qui va se retrouver, on va dire, dans 75-80% des exos, où la vitesse initiale est perpendiculaire au champ. Ouais. Ça simplifie énormément les calculs. Là, il n'y a pas besoin de passer par le champ naval complexe. D'accord? Il n'y a vraiment pas besoin. D'accord? Donc, troisième cas, si le vecteur vitesse initiale, voilà, V0, donc si le vecteur vitesse initiale ici, V0, voilà, est perpendiculaire au champ B. Voilà. Est perpendiculaire au champ magnétique B, uniforme et stationnaire. Voilà. Alors, dans ce cas-là, on va reprendre la même notation. C'est-à-dire qu'on va prendre ici la configuration, je pense, θ0. Donc θ0, l'angle orienté entre B et V0. Cet angle θ0 vaut pi sur 2. Ouais. Et dans ce cas-là, on va prendre un champ B. Le champ B reste selon
ici porté par l'axe OZ. Par contre, la vitesse initiale, je vais la prendre selon l'axe OX. Donc je vérifie ici, ouais. Prendre ici une vitesse initiale selon ici l'axe OX. Donc V0 selon, voilà, vous voyez, EX, donc EZ et EX. Voilà. C'est-à-dire que là, on va refaire ici le schéma. Bon, je vais faire ici le schéma ici. Tac. On aura donc cette configuration-là, donc dans le repère cartésien. Voilà, muni des vecteurs unitaires, la base cartésienne EX, EY et EZ. Le champ mythique B est comme ceci, selon l'axe OZ. Et ici, je place un vecteur vitesse initiale comme ceci, selon l'axe OX. Voilà. Et on a le vecteur V0 qui est bien perpendiculaire au champ B. Donc là, je refais le schéma. Configuration, vous voyez, simple. Ici, un cas particulier. Ici, la situation précédente. Donc ça pareil, hein, faites bien attention à la lecture de l'énoncé et du schéma. Donc ça c'est un cas très fréquent en exo. Donc attention, c'est un cas qui est très fréquent ici en exo. D'accord ? En exo. Donc ici, sauf si on vous le demande explicitement, on peut utiliser un champ de variable complexe avec θ0 égale pi sur 2. Ça va simplifier les calculs, hein. C'est faisable également. D'accord ? Mais ici, utilisez plutôt le PFD dans une base polaire pour retrouver le rayon de trajectoire. Ici, donc cas très fréquent en exo, ici, et dans ce cas, ici, voilà, utilisez, voilà, ça sera beaucoup plus rapide. Le principe fondamental de la dynamique dans la base polaire, pour retrouver le rayon R de la trajectoire. D'accord ? Pour retrouver ici le rayon R de la trajectoire. Donc là, cas de figure où la vitesse initiale est perpendiculaire au champ. Bon. Alors, je vais vous donner les différentes étapes. Il y a 4 étapes ici à suivre que je vais détailler au maximum. Ce sont les 4 étapes que je vais donner. Alors, ça, c'est la deuxième question de cours. Question de cours numéro 2. D'accord ? Donc, ça, c'est la deuxième. Ici, question de cours. Voilà, pour le deuxième. Ou troisième, peu importe. Donc, il y en a 2 sur le champ B et 1 sur le champ E. D'accord ? Deuxième question de cours. Première étape. Alors, moi, c'est ce qui me dérange à la première étape. On admet que la trajectoire est circulaire dans un plan perpendiculaire en B, perpendiculaire au champ B. Ça me dérange un peu, mais là, vous devez l'admettre, parce que pour le principe frontal de la dynamique, voilà, première étape, il faut admettre que le mouvement s'effectue dans un plan X ou Y perpendiculaire au champ B qui est dirigé selon OZ. Donc, première étape, voilà. Alors, sinon, c'est le on admet. Mais voilà, ce programme, voilà, on admet. Mais vous savez le montrer, hein, de manière générale, grâce au champ de variable complexe. D'accord ? Donc, on admet cette fois-ci que la trajectoire, ici, de la particule chargée, donc on admet que la trajectoire de la particule chargée, animée, très important, d'une vitesse initiale V0, donc animée d'une vitesse initiale V0 perpendiculaire au champ B. Voilà, donc il faut qu'il y ait une vitesse initiale V0 perpendiculaire au champ B. Perpendiculaire ici au champ B. Voilà. Donc, fin ici. Voilà. Virgule. Voilà, virgule de fin. Donc on admet que la trajectoire de la particule chargée animée d'une vitesse initiale V0 perpendiculaire au champ B. On admet que cette trajectoire ici, directement, est contenue dans un plan perpendiculaire au champ B. D'accord ? Donc, est contenue, voilà, dans un plan ici perpendiculaire au champ B. D'accord ? On admet ici est contenu dans le plan ici perpendiculaire au champ B. Perpendiculaire ici au champ B. Voilà, magnétique.
C'est-à-dire que si le champ B est selon l'axe OZ, la trajectoire est nécessairement contenue dans le plan XOY. D'accord? Voilà. Donc, est contenue, d'accord, dans le plan. Et surtout, ici, elle est, on n'oublie pas l'essentiel, et elle est circulaire. D'accord? Voilà. Donc elle est circulaire et elle est contenue dans un plan ici perpendiculaire au champ B. Donc là, on admet la nature de la trajectoire qui est ici circulaire. D'accord? Voilà. Donc par exemple ici, donc contenu ici dans un plan, ici par exemple pour ajouter un plan X ou Y pour ici, voilà, un champ B qui est selon OZ. Vous pouvez le noter ici, la trajectoire contenue dans le plan X ou Y si le champ est porté par l'axe OZ. Donc, on admet que la trajectoire est plane contenue dans le plan X ou Y et surtout on admet que la trajectoire est circulaire. Donc on sait dans quel plan ici la trajectoire est contenue et on connaît la nature de la trajectoire. Première étape. Bien. Deuxième étape, ici. Alors ça tombe bien, cette deuxième étape, je n'ai pas encore trop insisté dessus, c'est important de le savoir. Sur le sens de parcours de la trajectoire. Ouais. Et en fait, ça c'est lié au sens de la force magnétique à T égale 0. Donc, point méthode, comment fléchir la trajectoire? Vous voyez comment j'ai fléché tout à l'heure ma trajectoire hélicoïdale? Ça c'est lié au sens de la force magnétique à T égale 0. Donc, point méthode, deuxième étape, le sens de la force magnétique à T égale 0. Le sens de la force magnétique, ici, à T égale 0. Ici, directement, à savoir ceci, donc Fm à T égale 0, permet ici de flécher, le sens de parcours de la trajectoire. Permet de flécher, donc de connaître le sens de parcours de la trajectoire circulaire. Voilà. Donc là, ici, trajectoire circulaire. Donc le sens de la force magnétique à T égale 0, donc à savoir la donnée du vecteur, ici Fm à initiale, permet de flécher le sens de parcours de la trajectoire circulaire. D'accord? Autrement dit, ça permet de répondre à la question dans quel sens la particule chargée est-elle déviée à T égale 0 dans la zone de champ. D'accord? Donc ici, voilà, dans quel sens? Ici, donc à savoir dans quel sens, dans quelle direction, ici, la particule chargée est-elle déviée, voilà, lorsqu'elle pénètre initialement dans la zone de champ B. Lorsqu'elle pénètre, voilà, initialement dans la zone, ici, de champ B. La zone de champ magnétique. Voilà. Donc dans quel sens, ici, cette particule apparaît à T égale 0. Et ça, c'est la donnée du vecteur force magnétique à T égale 0 qui permet de flécher, ici, la trajectoire. Alors, on va faire une représentation ici de cette trajectoire circulaire dans le plan cartésien, ici un X ou X, Y, Z. Alors je prends cette configuration-là, tac. Alors je vais prendre un axe des X vertical descendant, une origine ici, EX, Y, Y. Donc règle de la main droite, si vous mettez le pouce X, Y, Z, on pousse vers le bas, un axe ici vers la droite, le majeur ici dirigé vers vous. Donc là, vous avez ici l'axe OZ qui pointe vers vous. Alors, ce que l'on va faire ici, c'est, conformément au troisième cas d'étude, il faut qu'on ait un vecteur vitesse initiale qui soit perpendiculaire au champ B. Alors, on va prendre un champ magnétique uniforme et stationnaire. Un champ magnétique qui est dirigé selon l'axe OZ. Alors, on va prendre un champ magnétique qui sera dirigé vers vous. Le champ B perpendiculaire au plan du tableau est dirigé vers vous. C'est-à-dire que dans ce cas-là, d'accord, en prenant une vitesse initiale, vous voyez, je prends une vitesse initiale selon ici l'axe OX. Donc je vais prendre un vecteur vitesse initiale comme ceci. Donc je prends V0. D'accord, donc pour ceux qui sont en distance, attention, j'ai pris un vecteur vitesse initiale ici selon EX.
D'accord? Je, ici, vais porter. Le sens, c'est la direction du champ B. Le champ B sera selon l'axe OZ. D'accord? Donc je vais porter ici, je vais mettre. Allez, on va le mettre ici, ça sera bien. Donc le champ B, je vais mettre ici à droite. Le champ B est porté par l'axe OZ, ici, et il s'agit là du constant vectoriel pour un champ uniforme et stationnaire. Donc là, quand vous avez une telle situation, remarquez tout de suite que la vitesse initiale est bien perpendiculaire au champ B. Donc là, on est bien dans le cas de figure, ici, donc on est bien dans le cas, voilà, où la vitesse initiale, je note en bas, est bien perpendiculaire au champ B. Voilà, ici, très important, là, une configuration simple, mais ça, il faut le voir, d'accord, vitesse initiale perpendiculaire au champ B. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, d'accord, donc, première étape, on admet que la trajectoire de la particule chargée, ici, est contenue dans un plan perpendiculaire au champ B, ici sera le plan du tableau, ok. Et on admet également que cette trajectoire plane est circulaire, d'accord, trajectoire circulaire. Ce qu'il faut également savoir, et j'ai peut-être compris jeudi dernier, c'est que le centre du cercle n'est pas le point O. O n'est pas à l'origine, O n'est pas le centre du cercle, vous le savez. Le centre du cercle possède des coordonnées x, c, y, c différentes de 0. Le centre du cercle, il est soit ici, soit là. Ça dépend du signe de la particule chargée. Moi, je vais le placer ici. Regardez, je vais le placer ici. Je vais placer mon centre du cercle ici. Donc ça sera le centre C. D'accord? Je vais ici mettre un C, le C pour le centre du cercle. Bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais représenter la trajectoire circulaire. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment fléchir la trajectoire. Est-ce que ça sera fléché dans le sens horaire ou dans le sens trigonométrique? Ça, c'est le sens de la force mécanique à T égale 0 qui va permettre de me le dire. Bon. Donc là, je vais représenter une trajectoire circulaire de centre C. Et attention, cette trajectoire circulaire doit être tangente au vecteur vitesse initiale à T égale 0. C'est-à-dire que voilà, initialement, la particule chargée, ici, voilà, est injectée dans cette zone de champ B uniforme et stationnaire. Elle possède une vitesse initiale V0 selon x, qui est perpendiculaire au champ B. Alors, on représente ensemble la trajectoire circulaire de centre C et de rayon ici R. Donc, on va faire à peu près ici. Ça va donner, alors, d'abord faire ici en pointillé. Voilà. Donc, forcément, je déborde un peu ici, là-haut. Donc, vous allez tracer ici, vous avez un compas encore mieux, d'accord, tracer ici une trajectoire circulaire de centre C de rayon R. Donc, moi, ici, je trace en jaune, comme ceci. La trajectoire circulaire. Je vais retirer mon champ B qui me gêne. Voilà, à peu près. Je vais retirer ça, ça me gêne. C'est en plein dans la trajectoire. Le champ B, je vais vraiment le placer. Voilà. Tac. Ici, je replace juste à côté, voilà, le champ B. Le champ B de l'angle Z. D'accord? Bien. Donc j'ai passé pointillé, moi j'ai pas tout suivi. Pas du tout, comme d'habitude. Hop, voilà, ça, hop, voilà. Ici, on prend l'angle, je peux l'enlever. Voilà. Bon. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est savoir la flécher. Est-ce que, voilà, quand vous savez que la trajectoire est circulaire de centre C de rayon R, quand j'injecte ici, est-ce que la particule part vers le haut, comme ceci, ou est-ce qu'elle part vers le bas, comme ceci? Et ça me permettra de flécher la trajectoire. C'est-à-dire que voilà, quand j'injecte au point O un vecteur initial V0, est-ce qu'elle part vers le haut ou vers le bas? Alors bien sûr, évidemment, il faut connaître, c'est ça, il faut connaître le signe de la charge Q. Et ça va apparaître dans nos équations. En effet, on évalue, vous voyez, on va évaluer la force magnétique initiale qui s'applique sur la particule chargée lorsqu'elle rentre dans la zone de champ B à T égale à 0. D'accord? Donc on y va, on va estimer ce vecteur force initial. Donc en dessous du schéma, vous pouvez le noter. Donc ici, dans cette configuration, la force magnétique, attention, initiale, s'appliquant sur la particule chargée, que vaut-elle? Elle vaut Q fois la vitesse initiale vectorielle B. Voilà. Donc ça fait Q fois le vecteur vitesse initiale, je l'ai noté en bleu. Je reprends pareil, donc ça fait QV0 selon X. Prenez vectoriel par un champ B, le champ B ici en jaune est en B, ici selon EZ. D'accord? Et on a ici un produit vectoriel dans la base cartésienne, EX vectoriel EZ. Alors faites attention, rappelez-vous que la base cartésienne c'est ici une base orthonormée directe, le D de direct. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez ce que ça signifie ici la base directe.
Donc je replace mon trièdre, ce qu'on appelle un trièdre direct. Et rappelez-vous les règles du produit vectoriel, premier chapitre de mécanique. Bon. Quand j'effectue par exemple le produit vectoriel entre deux vecteurs unitaires dans le sens direct gauche-droite, quand j'effectue EX vectoriel EY, j'obtiens plus EZ. Par contre, quand j'effectue dans le sens indirect, donc de droite à gauche, EZ vectoriel EY, j'ai moins EX. D'accord? Donc, une fois que vous avez compris ça, on regarde EZ vectoriel EX. Ici, EZ vectoriel EX, vous voyez, on va ici, pardon, EX vectoriel EZ. Quand on fait EX vectoriel EZ, je me dirige dans le sens indirect. Je lis ici, vous voyez, je pars comme ceci, de droite à gauche, donc EX vectoriel EZ, donc je me dirige comme ceci, ça va donner moins EY. Donc faites attention au produit vectoriel, EX vectoriel EZ, donc je peux faire comme ceci, un souris, ça fait Q V0 B, et là je refais EX vectoriel EZ. On est dans le sens indirect, cette base ici est directe, donc ça me donne moins EY. D'accord? Moins EY. Alors si vous ne le voyez pas, vous pouvez prendre la règle de la main droite, pouce index majeur selon moins EY. D'accord? Donc ça nous donne ici moins Q V0 B selon ici on dit EY. Voilà. Donc moi je fais ici en dessous, ça permet d'encadrer ici, de faire une conclusion. Donc la force magnétique initiale qui s'applique sur particule chargée vaut moins Q V0 B selon EY. D'accord? Bien. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez qu'il y a ici un moins EY. Mais faites attention à quoi? Faites attention au signe Q de la charge. Charge positive ou charge négative. C'est-à-dire que là, la conclusion n'est pas directe. Deux cas de figure. En effet, si la charge électrique est négative, la particule chargée négative sera initialement déviée selon les Y croissant. Selon les Y croissant. Si au contraire, la particule chargée est positive, d'accord, un proton, elle sera déviée selon les Y décroissant. C'est arrivé ici, attention, deux cas distingués, il faut aller rechercher l'information sur le signe de la charge. Donc attention ici, donc deux cas. Si la charge étudiée ici est négative, bon, c'est le cas d'un électron, d'accord, avec l'électron, exemple du cours, ici, dans ce cas-là, la force magnétique ici imposera une déviation selon les Y croissants, d'accord, directement, et la particule sera donc déviée selon les Y, on va dire positif, d'accord. Donc la particule sera alors déviée initialement, selon les Y croissants. Voilà, déviée initialement, je vais dire initialement, d'accord, selon les Y croissants. Charge négative. Bon. Et de toute façon, c'est le cas ici parce que, bon, vous vous rappelez peut-être ou pas, j'ai placé mon centre ici. Rappelez-vous, ici, pour avoir ici l'abscisse de mon centre du cercle ici positif, c'est uniquement valable pour une charge négative. Donc là, je savais déjà que ma charge était négative en fait. Là, c'est le cas par exemple d'un électron. Donc là, c'est la trajectoire gamma. Attention, je vous le précise, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis ici. En fait, je savais que Q égale moins E, d'accord, pour un électron. J'ai placé le centre du cercle ici d'abscisse YC, d'accord, YC étant positif. Je sais que c'est un électron. Alors si c'est un électron, c'est le cas qui figure ici. Donc si c'est un électron, la force magnétique initiale sera dirigée selon les plus Y. Donc quand j'injecte ici, la particule chargée aura tendance à être déviée vers la droite. Comme ceci, d'accord, vers la droite. Donc avec un vecteur but initial dirigé vers le bas, un vecteur V0 dirigé vers le bas, elle aura tendance à être déviée vers la droite, donc ça va partir dans ce sens-là, vous voyez. Donc forcément, la déviation initiale due à la force magnétique va imposer un sens de trajectoire. Donc avec V0 dirigé vers le bas, une déviation, vous voyez, qui sera dirigée vers les Y croissants, forcément, je vais flécher ici dans le sens trigonométrique. Je flèche la trajectoire comme ceci. D'accord? Là, je la flèche après ceci. D'accord? Au contraire, si la charge Q est positive,
la charge de Q est positive, la particule sera déviée initialement selon les Y négatif. Négatif. D'accord? Voilà. Alors, c'est-à-dire que, bon, effectivement, est-ce que j'ai la place pour le faire? Oui, j'ai un peu de place pour le faire sur le schéma, à condition que j'efface ceci. Si j'efface ça, le champ B, voilà. C'est-à-dire que là, je veux représenter à gauche la trajectoire, ici du positron, antiparticule de l'électron. Même masse, mais charge électrique opposée. Donc j'ai considéré l'antiparticule de l'électron de charge Q égale plus E. Même masse, je parle pas, attention, je ne parle pas du proton. Je parle de l'antiparticule de l'électron, d'accord? Le positron. Je vais placer sa trajectoire ici à gauche. Donc quand c'est une charge ici positive, le centre, moi je sais que le centre ici sera symétrique, donc l'abscisse négative, donc je vais passer le centre ici C'. Et voilà, donc je vais dessiner une trajectoire circulaire de même rayon. Pourquoi de même rayon? Parce qu'on a la même charge en valeur absolue, on a la même masse. Si je prends un proton, le rayon sera différent. Donc là, je vais essayer de dessiner ici une trajectoire circulaire analogue à celle en jaune. Voilà. Donc je répète pour ceux qui sont en distance. À gauche, je vais dessiner la trajectoire de l'antiparticule de l'électron. L'antiparticule de l'électron, même masse, même charge électrique en valeur absolue, donc on a le même rayon pour la trajectoire circulaire. Sauf que la charge électrique sera opposée, charge positive. Donc là, en rouge, trajectoire du positron. D'accord? Injecté initialement en haut, avec une vitesse initiale V0, comme ceci, soumis à un champ B. Voilà. Ici. Ouais. Bon, là, j'ai... Ouais. La continue de ce que j'avais écrit à gauche, j'ai pas forcément... Voilà. Ok, comme ceci. Donc ça sera trajectoire 1. Donc en jaune, mettez une légende, on va mettre une légende sur la... Mettez une légende, parce que c'est pas très joli, non. Mettez une légende, et voilà, on n'est pas du tout. Hein. Voilà, j'ai pas regardé ce que j'ai fait, mais le rayon, attention, le rayon, il faut que ce soit le même rayon, si vous voulez. Ouais, oh là là, sur le même rayon, hein. D'accord? Là, le rayon, forcément, je vais le raccourcir ici, je vais le raccourcir là. Il faut que ce soit... Voilà, comme ceci, tac, tac. Ouais, voilà. Hop. Voilà, à peu près. Voilà, là je partais trop bas, vous avez vu, je partais beaucoup trop bas. Il faut que ce soit le même rayon ici pour les trajectoires circulaires. Attention, d'accord? Donc là, je vais mettre une légende pour les graphes. La légende, ici, pour le tracé, légende, en lien avec le fléchage des trajectoires. En jaune, ici, trajectoire. Ici, trajectoire d'un électron. Ici, donc de masse ME, de charge Q égale à moins E, d'accord? Voilà. Dans un champ uniforme stationnaire qui est fléché. Fléché, cette trajectoire est fléchée, vous voyez directement dans le sens trigonométrique. Ça, c'est lié à ça. D'accord? Fléché dans le sens trigo. Donc trajectoire qui est fléchée dans le sens trigonométrique. Ça, je vous rappelle, on vient d'en parler, c'est lié au fait que la vitesse initiale selon x, d'accord, V0 selon x, la force mécanique initiale ici débit selon y croissant, donc forcément, on aura ce sens de parcours-là dans le sens trigonométrique, d'accord? Bon, alors ça se voit pas trop, moi j'ai le nez au tableau, mais vous devez voir que je vais circuler en fait le combat sur propre combat de même rayon, d'accord, ici, pour la trajectoire en rouge. Donc là, c'est la trajectoire ici, voilà, du positron, d'un positron. Donc, antiparticule de l'électron. Alors, j'ai marqué ici, antiparticule de l'électron. Donc, antiparticule ici de l'électron. Voilà. Même masse. Donc, même masse. Mais ici, charge électrique opposée. Mais charge électrique opposée. Voilà, charge électrique opposée. Donc, même masse, mais charge électrique opposée. Elle, au contraire, si la charge est positive avec une vitesse initiale V0, ici, cette particule va être déviée ici selon les Y négatifs. Donc j'injecte une vitesse initiale V0 dirigée vers le bas, d'accord? Et je vais la dévier en même temps vers la gauche, vers les Y décroissants. C'est-à-dire que là, forcément, il y a une seule possibilité, particule injectée en haut avec une vitesse dirigée purement verticale, elle sera déviée
vers les Y décroissant. Donc forcément, je vais flécher dans ce sens-là. Dans le sens opposé à la première. Vous voyez, les particules chargées ici de charge opposée vont ici, tu vois, dans le sens opposé. Donc là, je flèche dans ce sens-là, dans le sens horaire. Tac, tac. Donc là, flécher dans le sens horaire. Pourquoi flécher dans le sens horaire? Ça, c'est lié à ça. Une charge électrique positive sera ici déviée selon Y négatif. Donc j'injecte une vitesse initiale V0 verticale et elle dévie selon Y décroissant. Donc là, elle est fléchée dans le sens horaire. Voilà. Et ça, c'est la deuxième étape. D'accord? Voilà. Donc sens trigo, sens horaire. Alors ça, ne l'apprenez pas, hein, d'accord, par cœur, mais ça, je l'ai retrouvé sur les graphes via la force métrique initiale. D'accord? Bien. Ça ne donne pas le moment de trajectoire. Le moment de trajectoire, il est où? Il est là. Il est là, il est là, il est là. Je vais ajouter une information. Alors, je vais. Où est-ce que je vais placer ma base? Je vais la placer là, parce que là, c'est déjà pris. Je vais faire ça. Vous voyez, M. Voilà. La particule chargée, elle est ici. Donc, je vais faire ceci pour que tout le monde le voit. Donc, ici. Donc, pour ceux qui ont du sens, regardez, je place ma particule chargée ici en un point M quelconque. Je reprends le système électron. D'accord? La particule chargée est négative, parcourt cette trajectoire ici à droite, en jaune. La particule chargée est ici, et attention, troisième étape, on a un repérage polaire. Oui, repérage polaire. Dès que vous avez une trajectoire circulaire, repérage polaire s'impose. Ouais, pourquoi? On cherche le rayon de la trajectoire. Donc on cherche ceci, on recherche le rayon. Ouais. Et surtout, repérage polaire, vous devez ici faire figurer la base polaire d'étude. Donc on va faire apparaître le vecteur unitaire ER, radial, dans le sens des rayons croissants, et le vecteur unitaire orthoradial, dans le sens des θ croissants, ici, perpendiculaire ER, ER au θ. Bon. Et ce qu'il faut pour ce repérage polaire, c'est attention au piège. Là, il y a un piège que vous avez entendu. Dans le repérage polaire, ne repérez pas la particule par rapport au point O. Le point, il est là. Le point O, il est là. Pour avoir le rayon du cercle, il faut non pas repérer M par rapport à O, mais repérer M par rapport à C. C est le centre du cercle. De telle sorte que le vecteur position de la particule chargée sera CM. CM égale RER. Donc, troisième étape, repérage polaire de la particule chargée. Pourquoi? Puisqu'on a admis la trajectoire était plane et circulaire, contenue dans le plan X, O, Y. Donc, on y va. Troisième étape, repérage polaire de la particule chargée. Voilà. Repérage ici polaire de la particule chargée. Voilà. Voilà. Ici, donc repérage polaire. Tel que. Donc attention ici, j'insiste, on repère M par rapport à C. Et c'est CM. CM, vecteur position, j'insiste, CM, ce n'est pas OM, CM. On repère par rapport au centre du cercle qu'on veut le rayon. Bah, si on a ça, CM vaut RER. RER, le fameux RER, d'accord, où, je vous rappelle, R est une constante, c'est le rayon de la trajectoire circulaire que l'on cherche à déterminer. C'est le rayon de la trajectoire ici circulaire. D'accord. Et ce que l'on cherche, c'est de déterminer R égale. Que vaut le rayon de cette trajectoire circulaire? C'est ça le but. Hein. Qu'est-ce qu'on cherche? D'accord. Ne jamais perdre ici de vue. Ce que l'on cherche à déterminer ici, c'est le rayon R de la trajectoire. Alors une fois qu'on a ça, c'est la cinétique du point matériel. Vous avez eu en DS également, c'est en fait, forcément dès qu'il y a la dynamique ou dès qu'il y a l'énergie, vous aurez forcément avec l'exposition, vitesse ou accélération à traduire. Si CM égale RER, le vecteur vitesse instantanée, V de M dans R, ce que vous faites, alors R est constant, R point vaut 0, vous allez avoir R de R sur D, ça donne R θ point θ. R θ point θ. R θ point θ, ça c'est classique, tourment circulaire de rayon R constant. Et ça, rappelez-vous, on peut l'écrire sous la forme V. V selon Eθ. Pour préciser ici que la vitesse est purement orthoradiale. La vitesse, elle est purement orthoradiale pour un mouvement circulaire. D'accord? Mouvement orthoradial pour un mouvement circulaire. Ok. Ensuite, ça également classique. Alors faites attention, s'il vous plaît, dans vos calculs de DS, l'accélération du point M. Quand vous avez du R θ point β, ce
que vous devez faire, c'est dériver par rapport au temps, chacun des termes. Vous en avez 3. 1, 2, 3. R est constant, touche, d'accord? Dérivé de R, ça donne R point égale 0. Ensuite, il faut dériver θ point par rapport au temps. Et θ point par rapport au temps, ça fait θ point point. Donc là, vous allez avoir R, θ point point, θ. Donc, première composante de l'accélération, composante orthoradiale, R θ point point, θ. Ensuite, vous dérivez par rapport au temps Eθ. Et dérivé par rapport au temps Eθ, ça vous donne moins θ point ER. Donc là, vous allez avoir moins, ici, R, θ point carré ER. D'accord? Voilà, donc ça, sans erreur. R θ point point θ moins R θ point carré ER. Bien. Une fois que l'on a ça, alors ça c'est bien, c'est intéressant, mais on va cette fois-ci faire apparaître le rayon R sous une autre forme dans l'accélération. C'est-à-dire que, rappelez-vous, V s'écrit V selon θ. Quand vous voyez R θ point point, en fait R θ point point c'est la dérivée temporelle de la norme. Parce que la norme dépend de θ point, R est constant, θ point dépend du temps. Donc quand on dérive par rapport au temps la norme V, ça donne R θ point point. Ça, c'est la dérivée de ça. Enfin, R θ point point, pardon, c'est la dérivée temporelle de R θ point. Donc là, en fait, on a dV sur dt, rappelez-vous, dV sur dt, Eθ. Donc ce que je fais, c'est directement identifier ça en jaune. Ça, R θ point point θ, c'est la dérivée temporelle de la norme du vecteur vitesse. Et ensuite, ce terme-là, en rouge, en moins R θ point carré ER, bah, je vais faire apparaître la norme V du vecteur vitesse. Alors, si ça prend V carré, si je prends V carré c'est R carré θ point carré. Mais je n'aurai pas ça. Il faut que je fasse moins V carré. Alors V carré c'est R carré θ point carré. Pour obtenir ceci, pour passer d'un R carré θ point carré à R θ point carré, juste par R. Voilà. Et ça c'est selon valeur. Voilà. Donc là je vais écrire l'accélération. Comme on a déjà vu ensemble, composante ici radiale et orthoradiale. Bon. Ok. Bien. Donc deux composantes pour ici directement l'accélération. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous allez projeter le PFD ici dans la base polaire. D'accord? Donc ici, application du PFD. D'accord? Donc quatrième étape. Voilà. Application et projection du PFD. Application et projection du PFD dans la base polaire. Dans la base ici polaire. Alors, on y va. Donc on aura masse fois l'accélération du point M dans R. Donc là on énonce. La seule force en présence, c'est la force cinétique. Le poids est négligeable en norme devant cette force, frottement négligeable. Donc ça c'est égal à quoi? À QV, ici, vectoriel B. Voilà, QV vectoriel B. Et là, la différence par rapport au dernier, c'est quoi? On sait que la trajectoire est circulaire. Donc là, la vitesse est purement torrédiale. Donc là, j'utilise ce résultat-là. Le résultat qui est ici. Voilà, la vitesse, elle est purement torrédiale. On le sait. Pourquoi? Le mouvement, il est circulaire. Donc là, ça va me permettre, vous voyez, ici. Voilà. Attention. De simplifier tout de suite la vitesse instantanée, d'exprimer la vitesse instantanée en fonction de R θ point θ ou de V selon θ. C'est-à-dire que là, au lieu de dire que la vitesse c'est x point, y point, z point, non, on sait que la trajectoire est circulaire, on sait que la vitesse sera donc purement radiale. Ce que vous faites, attention ici, c'est la vitesse instantanée, et ce souvent vous bloquez sur ça. Ce que vous faites là, souvent, vous dites, ah bah, dans le cas général, je ne connais pas la nature de la trajectoire gamma, je fais x point, y point, z point. Bah non, vous n'avez pas réussi. Là, vous avez admis que la trajectoire est circulaire. Donc là, ce que vous faites, la vitesse instantanée, vous voyez, vous dites qu'elle est purement orthoradiale et dirigée selon ce que je vais faire pour du vectoriel. Donc là, c'est Q, n'oubliez pas la charge Q, pardon, qui est devant. Donc Q, ouais. La vitesse V selon Eθ. Produit vectoriel par B. Alors B, je regarde la configuration, on garde celle-là. Fois B selon EZ. Ok? Donc là, j'aurai QVB. Donc QVB. Attention, V c'est la norme du vecteur vitesse. C'est pas la vitesse initiale là. C'est la norme du vecteur vitesse. Hein. D'accord? V égale R θ point. V égale à ça. Là j'ai Eθ. Vectoriel EZ. Bien. Donc là j'ai un Eθ vectoriel EZ. Bon. Alors, Eθ vectoriel à la base polaire.
ER, base polaire, EZ il est là. Est-ce que tout le monde voit que finalement, si on rajoute une composante OZ de la base polaire, on a la base cylindrique, ER, Eθ, EZ, ER, Eθ, EZ. Et quand j'effectue ici le produit vectoriel dans la base ici cylindrique, qui est locale, qui est une base en ER, Eθ, EZ. Alors ça c'est bien de Marco-Brouillon, plus qu'on Marco-Brouillon. Ça c'est la base cylindrique, une base locale qui est intégrée locale, une base directe. Et quand j'effectue Eθ par EZ, je suis dans le sens direct. Donc ça fois ça, vectoriellement, ça me donne plus ER. Donc là, ça me retourne le vecteur unitaire radial. Donc là, j'ai QVB. QVB selon ER. Ouais. Bon, on va aller un peu plus loin, parce que ce qui est très important, QVB. Alors pareil, attention, ça c'est pas la vitesse initiale, je rappelle, sa vitesse ici, la norme de V. Q vaut quoi ici? Q vaut moins E. Donc je remplace un électron. Ici c'est un électron. Donc Q vaut moins E, donc moins E, d'accord, pour un électron. EVB selon ER. Conclusion, à tout instant. La force médique est la seule force en présence. Si c'est la seule force, forcément cette force médique, elle est collinéaire et dirigée selon le vecteur accélération. Et regardez ici. Ici, la force médique, tout comme le vecteur accélération, est dirigé vers, selon les rayons, donc selon moins ER, donc vers le centre. Retenez, regardez. Tout le monde voit que la force médique, là ce qu'on a calculé, c'est le monde de droite. Hein. On a calculé la force médique FM. D'accord? Est-ce que tout le monde voit que cette force médique est selon moins ER, donc dirigée vers le centre de la trajectoire? Ça c'est important, on va le noter. Donc là on peut mettre ici l'expression par la direction, voilà, de la force magnétique à un instant t quelconque, FM. Notons ici la force magnétique qui est dirigée vers le centre de la trajectoire. Ça je peux passer, voilà. Donc ici, la force magnétique est à tout instant dirigée vers le centre de la trajectoire. Donc elle est dirigée vers le centre C. Je précise bien que le centre c'est C et non O. Le centre C de la trajectoire circulaire. De la trajectoire ici circulaire. Voilà. Bon, alors on y est presque. Pourquoi on y est presque? Parce qu'on a l'expression de la force, on a le membre de droite, le membre de gauche, on l'a pris. Hein. On a l'accélération en base polaire. Donc là, on va expliciter cette équation, on va projeter cette équation vectorielle dans la base ici considérée. Donc par projection, ici, par projection, on obtient quoi? On obtient, alors, par projection de l'équation précédente, m fois l'accélération. Donc on aura la masse, l'accélération. Alors on va reprendre, rappelez-vous, hein, ici dv sur dt, Eθ moins v carré sur r, ER. D'accord? Donc on aura du moins v carré sur r selon ER. Donc moins v carré sur r, ER. Selon θ, on a dv sur dt. D'accord? Et selon z, j'ai 0. D'accord? Alors quand je dis ouais, projeté PV dans la base polaire, c'est la base cylindropolaire. Cylindropolaire sur un axe Z. Le champ B porté par l'axe Z. Donc ça c'est le membre de gauche, M1. Le membre de droite, il est là. Ici. Donc on aura moins E, V, B, 0, 0. Voilà. D'accord? Et ça, je sais que par exemple, ça va vous poser problème. C'est beaucoup moins calculateur que le champ complexe, c'est beaucoup moins. Mais certains vont oublier ce passage-là. Et si vous mettez x point y point z point ici, c'est fini. Il faut mettre la vitesse selon θ, faire le produit vectoriel. Selon ici ER, on fixe le signe de charge de Q, le signe de la charge Q. On conclut sur le sens de la force magnétique qui est dirigée vers le centre ici du cercle. Et après, ce qu'on cherche un peu plus, c'est le rayon R. Où est le rayon R? Il est là. R, il est là. Et là, ce serait bien de voir, c'est qu'il y a deux informations. L'information sur R est là, l'information sur ça nous donne quoi? dv sur dt, enfin mdv sur dt égale à 0. Ça nous donne quelle information, ça d'ailleurs? Ouais. Tout le monde voit que cette information, quand on projette le PFD selon Eθ, dv sur dt égale à 0. C'est-à-dire que la norme de la vitesse, enfin,
la dérivée temporelle de V est nulle. C'est-à-dire que la norme de la vitesse est constante. Conclusion, le mouvement en plus d'être circulaire. Là, on l'a montré. Il est uniforme. Très bien. Donc là, ça c'est équivalent à quel système? Donc on ne se trompe pas, on aura moins m v carré sur r égale moins e vb, ça c'est un v, le v de vitesse. Et ensuite, selon delta, on a dv sur dt égale à 0. Alors, équation 1, je ne pense pas que j'ai numéroté pour l'instant les équations. Équation 1, équation 2. D'accord? Voilà. Une fois que j'ai fait ça, deux infos. L'équation 1 nous donne le rayon de trajectoire. Donc l'équation 1 donne le rayon R de la trajectoire. Voilà. Donne le rayon R de la trajectoire ici. Je vous rappelle, circulaire, ça on l'a mis, c'est le point noir, le grand point noir ici, hein, de cette étape, d'accord, de ce troisième cas, si on admet la trajectoire circulaire. Bon, on a le rayon, on trouve au PFD. Et là, alors, le rayon R, il est là. Alors, on simplifie, multiplié par moins 1. On peut simplifier par V. Tac, tac. On fait passer R dans le membre de droite, on divise par EB, d'accord. Donc, R égale R, ici, directement. Donc, on aura le produit MV à gauche, divisé par EB. EB. On vérifie que le rayon est positif. Vérifier, rayon positif. Ouais, c'est bon. Signe moins, on a déjà dit que Q égale moins 2 simplifie avec moins MV carré sur R à gauche. D'accord? Bien. Alors ça c'est intéressant parce que vous voyez, on retrouve un rapport là. EB sur M. EB sur M. Rappelez-vous, on est posé oméga. Oméga égale QB sur M. Avec Q, on va la retrouver pour avoir une pulsation cyclotron. En fait, la pulsation cyclotron apparaît au dénominateur. En fait, vous avez un V au numérateur. V, il apparaît en fait oméga C. Où oméga C est ce qu'on appelle du coup la pulsation cyclotron. Alors ici, elle vaudra EB sur M. D'accord? Je vous rappelle, oméga C, ici, la pulsation cyclotron. Le EB sur M. Et en fait, on retrouve dans le cas d'un mouvement circulaire le rapport des normes des vitesses. La vitesse instantanée, V, en mètres par seconde, et la vitesse angulaire de rotation en radians par seconde. V égale R oméga. Voilà. C'est-à-dire qu'on retrouve dans le mouvement circulaire la relation entre vitesse linéaire en mètres par seconde et vitesse angulaire V égale R oméga C. Attention, vitesse en mètres par seconde ici, vitesse en radians par seconde à droite, un rayon R en mètres. D'accord? Bien. Ensuite, ce qu'on peut rajouter, ce que je peux également, c'est, on a parlé du dernier, ce rayon est une fonction croissante, vous voyez, du rapport M sur E. Plus la masse, la particule chargée est importante, plus le rayon est important. D'accord? Vous voyez, c'est heureusement, je n'ai pas pris un proton ici. D'accord? Proton, électron, c'est-à-dire que si j'aurais pris ici un proton, je vous rappelle, un proton est environ 1830 fois plus lourd qu'un électron, 1830. Donc un facteur 1830, d'accord? Après la charge est la même, attention, le rayon de la trajectoire est une fonction croissante du rapport M sur E. Plus la particule chargée est lourde, en fait c'est important pour analyser les... On fera des analyses de clichés en télé, d'accord? Plus la particule est lourde, plus le rayon est important. Et la charge, forcément, vous prenez les cations des anions, plus la charge électrique est importante et plus le rayon sera faible. Donc notons également, on retrouve le fait, donc on retrouve ici, voilà, le fait que R est une fonction croissante du rapport E sur M. Que R, le rayon, est une fonction croissante du rapport ici E sur M. Donc fonction croissante, M sur E, du rapport ici masse sur charge. Voilà. D'accord? Ça, je peux passer. Ok. Donc ça, équation 1 et équation 2. L'équation 2, elle indique finalement que dB sur dt égale à 0. Donc indique ceci, c'est-à-dire que la norme du vecteur vitesse est une constante de mouvement. La norme du vecteur vitesse
une constante. On a donc affaire à un mouvement circulaire, ici, donc mouvement circulaire uniforme. Mouvement circulaire uniforme. Alors ça, c'est en lien avec le fait que la force mécanique ne travaille pas. D'accord? Donc ça, c'est ici compatible. Donc ça, c'est compatible avec le fait que la puissance de la force magnétique dans R est égale à 0. La force magnétique ne travaille pas. Rappelez-vous, appliquer le théorème de la puissance cinétique. D'accord? La force magnétique ici ne travaille pas, donc ce n'est pas elle qui va modifier la norme du vecteur vitesse. D'accord? Elle ne peut que dévier, on le voit, hein, vu la trajectoire hélicoïdale, elle ne fait que dévier la trajectoire de la particule ici chargée. D'accord? Bien. Bon. Donc voilà pour le troisième et dernier cas de figure. Lisez bien l'énoncé, si elle dessine ici à perpendiculaire au rocher, vous faites ça. En cas θ, vous faites ça en cas θ. D'accord? L'étape la plus, pas tant, la plus approximative, c'est la première étape, on admet la trajectoire circulaire. Après, vous déroulez le PFD, faites attention à ça, et retrouvez R égale NV, d'accord, sur EB. Donc V sur oméga, ça permet de retrouver le résultat. Ici, la cohérence, l'homogénéité nous donne des équations, V égale R oméga. Relation entre vitesse instantanée et vitesse, ici, angulaire de rotation. D'accord? Bien. Je termine ce jet par une petite application, une analyse de clichés, petite application. Voilà. Petite application. Quatrième temps, application. Donc un petit exemple TD sur ça. Je donnerai la fiche de TD, on fera les exemples sur ça jeudi après-midi. Application sur l'analyse de clichés. Encore alors, analyse de clichés. Analyse de clichés. Que l'on finalisera en TD, évidemment. D'accord? Donc premier cas, on en fait un seul. Le deuxième, il sera fait en TD sur un cas un peu plus complexe. Alors je reprends moi. Ça, je pense que je peux y passer, hein, vous me le dites, je peux y passer. Là, au moins ça. Voilà. Alors, je reprends une configuration bien précise. X, Y, Z. Je vais faire ceci. Tac. Là, on pense à un schéma, juste ici. Voilà, donc on aura X. C'est bien ça qui pointe vers vous, ouais. Y. EZ. Voilà. Alors, on va mettre une vitesse initiale. Là. On va faire ceci. Et surtout, on va faire ceci. Voilà. Donc, question d'application qui également peut vous gêner en colle. On vous donne ceci, donc ça c'est un cliché élémentaire, c'est bon, on vous fait un schéma au tableau, en TD on fera des choses plus complexes, qui permettra d'évaluer les quantités de mouvement, masse, vitesse des particules chargées par mesure des rayons, des trajectoires. Là, la question est de connaître le signe de la particule chargée, voilà, c'est ça. À partir de ce schéma, voilà, avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, quel est le signe ici de la particule chargée? Voilà. Alors ça c'est bien parce que ça, ici il n'y a aucun calcul. Il n'y a aucun calcul. Aucun. Enfin, on peut en faire un pour vérifier si voilà, la direction est bonne finalement. Mais là voilà, voilà une configuration relativement simple. D'accord? Alors c'est toujours la même chose, hein. Je note rien, mais l'esprit est toujours le même. Une particule chargée dont le signe reste à déterminer, parce que c'est une particule chargée positive ou négative, elle rentre en 0. Alors c'est l'origine O. L'origine du repère est ici, au point O. Elle entre au point O dans une zone de champ B uniforme et stationnaire, donc une zone de champ B ici constante. D'accord? Voilà. Et voici sa trajectoire gamma. Voici sa trajectoire gamma comme ceci. D'accord? Donc on voit qu'effectivement un champ B défie la trajectoire d'une particule chargée. Mais quel est le signe de cette particule chargée? Là, il faut analyser toutes les données. C'est-à-dire que les données, elles sont où? Elles sont là, là et là. Il y a trois indicateurs. Deux sont évidents. On vous donne B et V0. Donc on est dans le cas, on est dans la configuration finalement. Voilà. Ou, voilà, ici, directement. Alors vitesse initiale, on voit, elle est selon EZ.
V0 selon Z, elle est perpendiculaire au champ B qui est selon EX. Voilà. Donc on a une vitesse initiale qui est, et j'insiste, perpendiculaire au champ magnétique. Donc là, attention, on ne vous demande pas de déterminer le rayon de la trajectoire. Auquel cas, il faudrait faire tout ce qu'on a fait avant. D'accord? Projection du PFD dans la base cylindro-polaire. Bon. Là, on demande juste, ici, le signe à particule chargée. Donc là, en fait, on a le début, on amorce. Hein. J'ai pas tout fait, mais là, on amorce un cercle. Hein. On amorce. Hein. Je ne l'ai pas fait, parce que bon, voilà, c'est plus simple pour moi de m'arrêter là. D'accord? On amorce la charge circulaire. Quel est le signe de la particule chargée? Sachant qu'on ne vous demandera pas non plus de trouver ici la position du centre du cercle. Attention, on ne va pas faire un champ de barre complet, on pourrait. On ne va pas le faire. Comment obtenir ici facilement le signe de la particule chargée sans aucun calcul? Là, il y a deux indicateurs, et un indicateur également qu'il faut exploiter. Est-ce que tout le monde voit que initialement, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'étape numéro 2. Donc là, il faut juste utiliser l'étape numéro 2 précédente. Dans ce cas-là, donc utiliser l'étape numéro 2, en effet, est-ce que tout le monde voit que la force magnétique initiale dévie la particule chargée, initialement elle est portée selon EZ, elle dévie selon Y décroissant. Donc là, constat, donc on constate ici que la force magnétique, voilà, la force magnétique, voilà, dévie ici la particule chargée selon les Y décroissants. Dévie la particule chargée, d'accord? Donc à t égale à 0, d'accord? On le voit à t égale à 0, on le voit là, on le voit. Hein. Ça dévie, et même après, hein, d'accord? Mais surtout au début, à t égale à 0, selon les Y décroissants. D'accord? Autrement dit, la force magnétique à t égale à 0 doit diriger selon moins 2 y. Donc autrement dit, la force magnétique initiale, d'accord, est portée, d'accord, est dirigée selon moins EY. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est l'étape numéro 2 précédente. Ça, c'est l'étape 2 qu'on a fait avec tous les schémas. D'accord? Et là, ce que vous faites, c'est la règle de la main droite. Donc là, je vous laisse le faire, mais il n'y a aucun calcul. La main droite et les trois doigts poussent index majeur perpendiculaire de Z2. Donc tout le monde, je vous rappelle, on va déjà faire ensemble, pousse index majeur, mais les trois. D'accord? Pareil. D'accord? Chaque doigt de perpendiculaire ici représente donc pouce index majeur. Qu'est-ce que vous allez faire? QV vectoriel B. Donc c'est la règle de la main droite. Donc règle ici de la main droite. Règle ici de la main droite. Vous allez placer Q fois V initial selon ici le pouce. Voilà. Le pouce, ça sera Q fois la vitesse initiale. Ah ouais, mais attention, on cherche le signe de Q. Donc faites gaffe. C'est-à-dire que votre pouce, il peut prendre deux directions, mais cette direction de pouce va être compatible avec les directions de l'index et du majeur. Je répète, votre pouce, cette direction du pouce va être compatible avec la direction de l'index et majeur. Vous allez mettre Q, vitesse initiale, selon le pouce. Bon. Ensuite, vous allez mettre le champ B selon l'index. D'accord? Et vous allez mettre la force magnétique initiale, d'accord, selon le majeur. Selon le majeur. Et votre variable d'ajustement, justement, ce sera le Q facteur ici, la charge électrique. Donc la charge électrique, votre variable, d'accord, justement, va vous permettre d'avoir un trièdre direct. Donc avec votre main droite, je vous laisse placer Q ici, V initial, donc Q fois V initial, le champ B et la force magnétique. Et ça doit vous amener à conclure, d'accord, sur ici le signe de la charge Q. Donc conclusion sur le signe de la charge Q afin d'obtenir un trièdre direct. Voilà, un trièdre direct. Selon pouce, index, majeur. C'est-à-dire que ce que vous faites, si vous supposez une charge Q positive,
le pouce, donc la main droite, vous allez mettre selon QV0. Ici, donc selon les Z croissants, parce que la vitesse initiale est selon l'axe OZ. Donc pouce selon OZ. B, il est perpendiculaire au plan de tableau. Donc B, attention, B sort du tableau. C'est-à-dire que vous allez mettre le pouce selon V0, le champ B, voilà comme ceci, donc vous allez prendre votre main droite, vas-y faites-le, il faut le faire, parce que si vous allez le faire en colle devant le monde du jury, vous allez prendre votre main droite, vous allez dire voilà, le pouce ici, si la charge Q est positive, le pouce dirigé selon les Z croissants, le champ B perpendiculaire, donc si je fais ça, si la charge Q est positive, allez-y faites-le, vraiment, faites-le. Pouce vers le haut, index qui est dirigé vers vous, et forcément le majeur, regardez, la force serait dirigée selon les Z, ici, les Y, croissants. Donc, conclusion, si j'émets l'hypothèse, donc regardez, voilà, pour vous ceux qui sont en distance, si j'émets l'hypothèse d'une charge Q positive, le Q est 0 selon ici les Z croissants, le B dirigé vers vous, la force magnétique selon les Y croissants. C'est pas ce qu'on observe. Conclusion, je dois inverser le sens du pouce pour avoir ceci. Tout le monde voit le switch entre ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que si chez ça, la force magnétique est dirigée vers la droite. Mais bon, je suis perdu. Donc dirigée selon Y croissant. Si j'ai mes hypothèses de Q positif, la force magnétique serait dirigée vers la droite. Ça ne marche pas. Donc il faut switcher. On y va. 1, 2, 3. Chlac. Ça marche. Donc si j'admets, cette fois-ci, si la charge Q est négative, QV0 est selon les Z décroissants. Le champ B pointe toujours vers vous. Par contre, la force magnétique est dirigée vers, ici, la gauche. Et ça marche. Ça marche pas. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en distance. Ça marche pas. La force magnétique serait dirigée sur Y croissant. Ça marche. Q négatif, QV0 vers le bas. La force magnétique selon Y décroissant. Ça marche. Conclusion, charge Q négative. Voilà. Donc la charge Q ici. Donc ici, voilà. Grâce ici à la règle de la main droite, négatif, je dis, même positif. Charge Q négative. Vous voyez? Sans aucun gros cadeau. D'accord? Voilà. Ça, c'est la fin de ce chapitre, ici, M4. Donc on commencera les exos jeudi après-midi sur ça. Et ça, c'est un problème de colle de la semaine prochaine. D'accord? Bien. On va entamer un exo de révision sur les énergies potentielles, qui sont au programme de colle cette semaine et qui le seront encore la semaine prochaine. L'exo numéro 10, un exo calculatoire. L'exo numéro 10 sur la masse, le cerceau et le ressort. Exo numéro 10. Donc ça, je vais passer. Hop. Donc énergétique du point, exo numéro 10. Hop. C'est des 14. C'est des 14. Donc pour ceux qui sont en distance, c'est celui-ci, le 9. Le 9, je l'ai corrigé pendant les vacances. Le 9, je le mets en colle. Je mets dans mes exos de colle cette semaine. Le 9, je le mets dans mes exos de colle. Oscillation d'une molécule. Là, il faut refaire les calculs. Les calculs ne sont pas faciles. D'accord? Ça, c'est du 1 sur R moins 1 sur R carré. Je remets en colle cette semaine pour mes colles. Le 10, ensemble. Le 10, on y va, on verra ensemble. Donc c'est l'exo ici qui est en bas, la masse, cerceau et le cercle. Alors, c'est bon pour tout le monde. Donc là, vous avez un point matériel qui glisse sans frottement. Tout de suite, quand vous lisez un tel lancé mécanique, vous surlignez sans frottement. C'est-à-dire que là, ça va nous guider forcément, éventuellement, vers un système conservatif. Ça peut nous guider vers un système qui est conservatif. Pardon. Donc sans frottement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement sec, il n'y a pas de frottement fluide. D'accord? Donc très important, sans frottement. Ce point M glisse sur un cerceau vertical du rayon R. Le point M, il fixe un ressort, dont l'autre extrémité gauche est sans frottement sur un axe vertical, tangent cerceau. De telle sorte que dans tout le mouvement, vous voyez, le ressort doit rester horizontal. Le ressort doit rester horizontal. On note l'angle θ que fait le vecteur position OM avec la verticale qui est descendante. Alors là, pareil. Quand vous lisez un tel énoncé de mécanique, première chose, le mouvement se fait sans frottement. Le mouvement se fait sans frottement, d'accord? Donc il y a de fortes chances pour qu'en conclusion, on soit amené à conclure ici finalement un système conservatif. Ensuite,
Un angle θ. Un angle θ, un rayon R, forcément il y aura une forte chance qu'il y ait une base polaire. Ensuite, quoi d'autre? Ouais, l'axe des altitudes, donc les altitudes. L'altitude du point M est matérialisée par un axe OX vertical descendant. Donc attention à l'énergie potentielle de pesanteur ici, avec un axe des X qui est vertical descendant. Donc là, quand moi je vois ça dans l'énoncé, je surligne l'axe des X et tout de suite dans ma tête, je sais que EPP de M sera égal à moins mgx plus une constante. Moins mgx. D'accord? Ensuite, on vous dit que là, le ressort possède une constante de Röder-Kyle, donc le vide L0 qui est égal à R. Première question, je retourne. Ah bah tiens, montrer que le problème est conservatif. Montrer, j'ai partiellement répondu, montrer que le système est conservatif. Alors pour le montrer, rappelez-vous, ça se montre dans un bilan des forces. Il faut que toutes les forces en présence soient conservatives ou bien il y a des forces non conservatives mais elles ne travaillent pas. Et c'est le cas, c'est comme dans vos copies de DS. Attention, là, le mouvement a lieu sur un support. Si le mouvement a lieu sur un support, il y aura toujours une réaction normale. Une réaction normale qui est non conservative, mais elle ne travaille pas ici. D'accord? Donc ça, on va le noter. Je vous l'ai dit, le système est conservatif parce qu'il y a le poids qui est conservatif, qui dérive de EPP. Il y a une force de rappel du ressort. Oui, il y a un ressort, donc force de rappel élastique. Donc énergie potentielle élastique. Il n'y a pas de frottement et réaction normale. Donc ça en note, on y va. Donc système. Donc intramatériel M de masse petit m. Référentiel terrestre supposé galiléen. Le repérage polaire, on verra, il s'impose. Il s'impose naturellement. Bon, je le note tout de suite. Repérage polaire ici. D'accord? Repérage polaire, c'est-à-dire que M est repéré par le rayon R et l'angle θ. Ok? Bon, là j'anticipe un peu les calculs d'après. Ensuite, dans le bilan des forces. Dans le bilan des forces, toujours la même phrase. Bon, ça quasiment tout le monde maintenant c'est noté. Je pense à force de toujours faire la même phrase que voilà. Le poids ici P est une force conservative. Voilà. Est une force conservative. D'accord? Alors ça pour vous, on peut également vous demander cette semaine encore, qu'est-ce qu'une force conservative? C'est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement des positions initiales et finales. D'accord? Qui dérive de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors je note tout ce que j'en aurai besoin après pour le but, c'est d'étudier les positions d'équilibre. Donc il faut définir l'énergie potentielle totale. Et ici le piège, c'est que dans l'énergie potentielle totale, il y a deux contributions. Il y a l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique. Il y a deux contributions à l'énergie potentielle. D'accord? Donc il y a l'énergie potentielle de pesanteur, EPP, énergie potentielle de pesanteur, ici, EPP de M. Attention ici, je vous l'ai dit, avec un axe ici OX vertical descendant, on aura moins MGX plus KA. Déjà, voilà, descendant K. La constante K1, pareil, on fixe l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur. Mais on le fera après, parce qu'on aura d'autres constantes. Donc c'est la première force, forcément le poids. Bon. Après, il y a un ressort. Qui dit ressort dit force de rappel élastique. Également une force conservative qui dérive de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc la force de rappel élastique, pareil. Donc je vous fais toute la rédaction, après je vous laisserai faire les calculs. La force de rappel élastique. Voilà. Alors je rappelle comme plus souvent. Voilà, vous pouvez confondre avec ici, voilà, là, l'énergie potentielle. Donc la force de rappel élastique, ici, est une force également conservative. Voilà, ça on l'a montré en cours, et même chose, elle dérive de l'énergie potentielle, cette fois-ci élastique, qui dérive, voilà, de l'énergie potentiel élastique, donc on peut noter EPE, E pour élastique, en 1,5 de K, L moins L0 au carré, à une constante. Donc EPE, énergie potentielle élastique. Attention, là vous avez 1,5. L'énergie potentielle, c'est qu'il y a 1,5. Vous n'avez pas dans la force. Il n'y a pas de moyen, plus 1,5 de K, donc c'est L moins L0. Attention, il y a un carré, et n'oubliez pas également une constante. K2. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas, ça par rapport au DS de samedi, si vous oubliez la réaction normale, vous n'utilisez que le poids par exemple sur un support,
Certains m'ont écrit, beaucoup m'ont écrit MA égale à P. MA égale à P, c'est un mouvement, donc MA égale à MG. C'est un mouvement d'accélération constante, puis c'est un mouvement de chute. Donc n'oubliez pas que sur un support, tu vois la réaction du support. D'accord, la réaction ici normale, n'oublie pas la réaction normale. Ne l'oublie pas dans le bilan des forces. Donc la réaction normale du support, non conservative, ici la réaction normale ici du support, non conservative, mais elle ne travaille pas. Ici, car, comme son indique, elle est normale mouvement, donc ici perpendiculaire à chaque instant mouvement. Donc non conservative, mais ici ne travaille pas. Voilà. Ok. Et ensuite, on n'a pas de frottement. Aucun frottement ici, donc pas de frottement sec et pas de frottement fluide ici dans cet exemple. Ok. Conclusion, on l'a montré, les seules forces en présence qui travaillent sont conservatives. Conclusion, le système est conservatif. Le système est donc conservatif, voilà, et caractérisé par l'intégrale première du mouvement. Voilà, et caractérisé par l'intégrale première du mouvement. Je vous rappelle, c'est la conservation d'énergie mécanique. L'intégrale première du mouvement, EM égale constant. Voilà. Voilà. Donc je vous rappelle comment rédiger un exo, ça vous rapportera des points. Si bien l'équipe, alors vraiment, d'accord, ne pas l'oublier. Ici, voilà. EM égale une constante. Cette constante est obtenue par application des conditions initiales. Bien. Ensuite, voilà, on vous demande d'exprimer l'énergie potentielle du point M sous la forme mgr facteur de 1 moins cos θ plus 1 demi de h carré sin carré θ. Là, attention, il faut définir l'énergie potentielle totale. Donc l'énergie potentielle totale. Donc fin de la question 1. Donc on demande de définir l'énergie potentielle totale du point M. Ici, c'est la somme des deux énergies potentielles précédentes. Potentielle ici du point M. Voilà, elle est ici définie par la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et élastique. Donc notre EPM, c'est EPP de M dans R, plus l'énergie potentielle élastique. Voilà. Donc ici, voilà, on écrit EP de M dans R. Alors ça sera, on aura moins, ici donc je prends, je vous copie, moins mgx, moins mgx, plus 1 demi de kl moins L0 carré. Et ce que je fais, j'anticipe, comme j'ai fait lundi dernier, en correction d'exo, j'ai défini K3 égale K1 plus K2. Je somme les deux constantes. Et je dis, voilà, K3 égale K1 plus K2. Donc je vais d'abord dire que K3, constante K3, je fais la somme des deux constantes précédentes. Je fais ça. Hop. Ensuite, alors ça, voilà, déjà, si vous faites ça, déjà, vous avez déjà pas mal de points, mais vous n'avez pas la totalité. Parce qu'on vous demande de réécrire en fonction de R et θ. Donc ce qu'il faut, c'est ça, ça, et faire intervenir du R et du θ. Là, ce qu'il faut faire, c'est regarder votre graphe. Voilà. Et votre schéma, pardon, regardez le schéma de la configuration. Faire apparaître R, distance, le rayon entre O et M, c'est la distance entre O et M, l'angle θ, la longueur L du ressort, et surtout X de T. D'accord? Donc X de T. Donc ce qu'il faut ici, c'est éventuellement refaire un schéma de configuration, si vous ne le voyez pas. Donc c'est rapidement, donc le trompage c'est Y comme ceci, X il est là, j'ai l'origine là, là j'aurai le point M, on va dire. Donc le point M qui, on l'a pris ici. J'aurai un ressort, ici, voilà, je vais mal faire. Voilà, comme ceci. Comme ceci, voilà. Tac. Là, je vais avoir le. Je vais mettre ici le plan vertical. Ça, je vais décaler dans le. Ici. X. Voilà. Donc, j'ai le rayon R ici. J'ai l'angle θ ici. Ok. Voilà.
Sachant qu'on a ici un déplacement, donc on a un rail circulaire. Tac, tac, tac. Ça fait ceci. D'accord? Voilà. Alors ce qu'il faut, c'est représenter x de t, enfin exprimer x de t pardon, en fonction de r et θ. Alors x de t, c'est l'altitude du point M. Où est-elle? Là vous avez M, ici, tac tac tac, x il est là. Là vous avez x de t. Là vous allez avoir x de t ici, donc x de t. X de t il est là. Là vous allez faire apparaître selon l'axe du ressort, un triangle rectangle ici. J'espère que tout le monde le voit, ceux qui sont distants, je vais apparaître un triangle rectangle ici. R, θ, x, c'est l'altitude du point M. Donc vous prenez le projeté orthogonal du point M sur l'axe OX qui définit l'altitude instantanée x de t du point M. Donc pour les x, R et θ, triangle rectangle, cos θ, adjacence hypoténuse, donc x égale R cos θ. Voilà. Donc là, le schéma me dit qu'à tout instant, x égale R cos θ. Ça va? X égale R cos θ. Cos θ, c'est adjacent sur hypoténuse. Ça va. Maintenant, ce qu'il faut également dégager, c'est la longueur du ressort à un instant t. La longueur du ressort à un instant t, elle est où? Ici. Voilà. Parce que j'ai bien fait la configuration, je regarde. Ouais, c'est bon. Donc elle est là. Longueur L de t, c'est tout ça. Ça, c'est L de t. Voilà. Là, L de t. L de t, ici. Ouais, mon schéma ça se voit pas forcément, mais en fait, là vous devez avoir un rayon, je regarde, ouais. Ouais. Attention, ouais, c'est la partie gauche. La partie gauche pour la longueur du ressort instantané, L de t. Regardez sur le schéma L de t. L de t c'est tout ça, c'est ça, plus ça. Le ça, c'est ça qui me dérange, la deuxième partie. Ça c'est R. Regardez sur le schéma, sur le poly, ça c'est le rayon R, ça c'est R. Là on ne le voit pas, de toute façon, moi, je ne peux pas le regarder là. Mais là vous avez R, et ça c'est quoi? C'est R sin θ. Donc la longueur du ressort à l'instant t, L de t, la distance entre les deux points, M et ici, ça c'est R sin θ. Donc R sin θ plus, et là c'est R, faites gaffe. Ça se voit pas ici, mais vous le verrez mieux sur le poly. Donc L de t, c'est R, la distance qui est à gauche, plus dans le triangle rectangle, j'ai R sin θ. Ok, bien. D'où EPM de R. Énergie potentielle totale du point M. Donc ça fait moins mgr cos θ. Moins mgr cos θ. Ok. J'écris en dessous plus 1,5 de K. Je vais faire L moins L0. Ouais. Sauf que L0, on vous dit on sait que L0 vaut R. Ouais. Dans l'énoncé, vous dit que la longueur à vue du ressort vaut un rayon. L0 vaut R. Donc si je fais L moins L0, L moins L0, c'est faire L moins R. Les deux R vont simplifier. Vous restez R sin θ, le tout carré. Donc 1,5 de K, R carré, sin carré, θ. J'oublie pas le K3. Et c'est là, une fois qu'on est passé en polaire, avec les variables, les coordonnées polaires, R et θ, que je m'intéresse à K3. Que vaut K3? Donc c'est le choix. Là, vous fixez le choix. Choix de l'origine. Choix de l'origine de EP de M dans R. Voilà. Bah pour quelle valeur de θ va-t-on prendre une énergie potentielle nulle pour fixer l'origine de l'énergie potentielle totale? Là, je pense que tout le monde le voit, le système semble être à l'équilibre, donc énergie potentielle totale nulle lorsque θ égale à 0. Là, on est ici tout en bas, d'accord? On fixe ici EP lorsque θ égale à 0. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça tombe bien. 0, 1, 1, 0, 0, 1, K3 égale. Tac. Ça me donne MGR fois 1 plus 0 plus K3 égale à 0. Donc K3. K3 égale à quoi? Égale moins MGR. Donc là, je fixe la valeur avec constante K3. Comment je la fixe? Je cherche la valeur de θ qui va ici me donner l'origine de l'énergie potentielle totale. Et ici, continue la configuration, θ égale à 0 semble et la valeur la plus adaptée. D'accord? On est tout en bas. Donc on fixe l'origine de l'énergie potentielle totale en 0, qui vaut 0. Donc K3 égale moins MGR. Ce qui permet de réécrire l'énergie potentielle totale. Vous voyez, il y a comme des choses à faire avant de passer aux questions d'équilibre. Hein. C'est pas direct. Hein. Donc finalement, voilà. L'énergie potentielle totale du point M dans R. Donc on va mettre MGR en facteur de quoi? Ici. Tac, moins MGR cos θ. Plus. Pourquoi je dis moins? C'est plus. Ouais.
moins, plus 1, ouais, plus 1. Il y avait un moins devant déjà. Donc c'est moins MGR plus 0 plus 4 égale, donc 4 égale MGR. Il y avait une erreur de signe ici, attention, plus MGR pour 4. Donc vous avez MGR, facteur de 1 moins cos θ, 1 moins cos θ, ouais, plus 1 demi de R de sin carré θ, plus 1 demi de K R carré sin carré θ de t. Déjà, première question. Et là où je voulais en venir, ou là je vous laisse travailler 5 minutes, ici, position d'équilibre et stabilité. Donc deuxième question, voilà. Déterminer les positions d'équilibre. Donc déterminer ici, voilà, les positions d'équilibre. Donc θ ec. Donc déterminer les positions d'équilibre. θ ec. Et attention, ça me prend de quoi cette semaine. Une position d'équilibre aussi, c'est θ. Pourquoi c'est θ? La variable ici est angulaire et est régie par θ. R est constant. La seule variable c'est θ. On voit par rapport à la physique du système. θ varie. Donc là, cherchez θ grip tel que la dérivée première de EP par rapport à la variable spatiale θ s'annule en θ égale θ ec. Donc ça, attention, l'équation de base pour déterminer les positions d'équilibre, c'est cette équation-là. Vous devez dériver EP par rapport à θ, donc par rapport à la variable spatiale. La dérivée s'annule en θ égale θ ec. Donc ça détermine les positions d'équilibre, mais ça ne donne rien sur la stabilité. Ensuite, vous étudiez la stabilité grâce au signe de la dérivée seconde. Donc puis, ici, étudier la stabilité, d'accord, des θ équilibre. Donc la stabilité, d'accord, grâce au signe de la dérivée seconde en θ ec. Donc là, il faut dériver une seconde fois l'énergie potentielle totale par rapport à θ. Vous placez en θ ec. Bon, ça c'est bon. Bon. Ça. Bien. Et c'est là que je vais chercher ce que là, voilà. Alors là, attention. Là, vous ne prenez surtout pas directement la dérivée en θ ec. Vous calculez la dérivée à part, et après vous prenez en θ ec. Et là, attention. Ici, vous devez dériver par rapport à θ. Vous ne dérivez pas par rapport au temps. Hein. Vous dérivez par rapport à la variable spatiale, la position angulaire, la position de θ. θ, il est où? Il est là. Il est là. Allez. Ici. Donc ici, position d'équilibre. θ ec. Voilà. Donc ici d'abord calcul de la dérivée. Calcul d'abord de la dérivée première. Vous dérivez d'abord EP par rapport à θ. Puis ici résolution de cette équation égale à 0. Ici par rapport à θ, attention, ce qui change c'est que je me place en θ ec.